Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire. Écoutez, je vous propose qu'on démarre sans tarder, même si je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont nous rejoindre dans les prochaines minutes. Puisque je vous avoue qu'on a été un peu surpris positivement par le succès du webinaire, puisqu'on a eu plus d'une centaine d'inscrits. Mais comme on a beaucoup, enfin, je pense que ça va être un webinaire très riche avec des interventions variées, je vous propose qu'on démarre tout de suite le webinaire. Florentin, si tu en es d'accord, puisque l'introduction de ce webinaire te revient donc Florentin Letissier, qui est vice-président du RTES, maire adjoint à la ville de Paris, en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et de la stratégie zéro déchet, et qui est le pilote au niveau du conseil d'administration de ce chantier filière, qui est donc mené par le RTES depuis une année. Sur les questions techniques, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas besoin d'y revenir. Je vous invite juste à vous renommer dans le chat, dans votre onglet participants, à vous renommer pour qu'on sache qui vient. Et puis ensuite, sur les interventions, ce sera via le chat que vous pourrez poser vos questions et proposer une demande de parole. Florentin, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Anne-Laure. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, je suis vraiment heureux de faire cette petite introduction sur ce webinaire aujourd'hui consacré à la filière textile, plus exactement comment est-ce qu'on peut faire davantage émerger ou se développer d'acteurs ESS dans cette filière textile. Anne-Laure l'a dit juste avant moi, on a vraiment lancé au RTES depuis quelques mois un travail avec la logique de filière, qui est une logique qui est particulièrement intéressante à nos yeux parce qu'elle permet en fait de créer du lien entre un certain nombre de problématiques. Par exemple, elle permet de montrer sur différents territoires comment se construit une filière sur un secteur en particulier, voire sur même un type de produit ou de service particulier. Moi, je le vois sur mon territoire, qui est le territoire de Paris, mais sur quasiment toutes les filières qui concernent la consommation des Parisiennes et des Parisiens. On est évidemment dans des chaînes d'interdépendance entre des territoires ruraux, semi-urbains, urbains, et d'ailleurs pas que des chaînes d'interdépendance au niveau national, mais aussi bien évidemment des chaînes européennes, des chaînes mondiales. Et l'enjeu, c'est de se dire comment on fait en sorte, en prenant la manière dont, en déroulant le fil de la filière, si je puis dire, comment est-ce qu'on fait en sorte que les acteurs ESS trouvent leur place, sur quel segment des filières, avec quel lien avec d'autres types d'acteurs non ESS, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés. Donc, il nous a semblé au RTES que c'était une approche particulièrement féconde. Et c'est vrai que la filière textile, ce qui la caractérise sans doute, c'est qu'on est quand même dans un pays historiquement qui est très connu dans le monde sur cette filière, qui a toute une histoire aussi industrielle, une histoire de production qui a été affaiblie aussi depuis quelques décennies avec la mondialisation, le développement de la fast fashion, notamment avec ces multinationales qui vendent aux quatre coins du monde des vêtements fabriqués dans des conditions absolument parfois épouvantables, que ce soit d'un point de vue social et environnemental. Donc voilà, mais on est dans un moment de relocalisation, de réflexion sur une autre manière de faire de l'économie qui prend de plus en plus d'ampleur, et comment on fait pour avoir du textile ESS de plus en plus fort sur nos territoires, comment on travaille ensemble les uns avec les autres pour y parvenir. Merci beaucoup Florentin pour la présentation, pour cette introduction. Alors effectivement, enfin, comme tu l'indiquais, pour nous, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de s'intéresser à l'approche par filière, avec un peu un double objectif pour ce webinaire. C'est d'un côté d'explorer les enjeux un peu spécifiques à la filière du textile et à la place des acteurs de l'ESS. Et puis, c'est aussi de mettre en évidence
la façon dont les collectivités aux différents échelons peuvent mettre en place et animer une stratégie filière de territoire. Donc, on a ce double objectif centré sur le textile et sur la façon dont les collectivités peuvent intervenir. Donc pour échanger sur le sujet, donc on aura trois interventions, quatre interventions. Donc la première d'Aurore Médieux, qui est donc responsable de la transition écologique et de l'économie circulaire à ESS France, que vous connaissez sans aucun doute, ESS France étant le réseau représentant l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'ensemble des familles. Aurore, est-ce que tu t'es connectée parce que Aurore Médieux, c'est parfait. Oui, okay. Aurore, c'est parfait. On aura ensuite donc une présentation rapide par Sébastien Lévrier, Mathilde Tonon des Petites Rivières, du guide méthodologique sur lequel donc le RTES travaille avec les petites rivières, donc autour de la structuration. Alors, et après on enlève ça. Si vous voulez bien couper le son quand vous n'intervenez pas, merci. Et donc on aura ensuite une intervention de Malika Bohème, qui est donc chef de projet économie circulaire à la métropole européenne de Lille. Et on aura un témoignage complémentaire avec Florence Presson, que j'ai vu, qui est donc adjointe au maire de Sceaux en charge des transitions et de l'économie circulaire et solidaire. Aurore, je te laisse tout de suite la parole pour présenter en une quinzaine de minutes un peu le cadre général à partir donc notamment de la note ESSisé, le textile qui a été réalisé par ESS France et que je vais d'ailleurs on va tout de suite mettre le lien dans le chat sur cette note qui nous a vraiment servi de base extrêmement intéressante pour la préparation de ce webinaire. Aurore, je te laisse la parole et simplement, tu m'avais indiqué que tu devrais partir à 15h15. Donc, voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser d'une part au fur et à mesure et puis avant 15h15 pour Aurore. Oui, merci, même si je pourrais éventuellement y répondre ensuite dans le chat si besoin. Vous m'entendez bien? Oui. Et vous voyez mon écran? Oui. Super. Merci beaucoup Anne-Laure de l'invitation. Donc en effet, ESS France, on est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. On représente plus de 220 000 entreprises qui sont, établissements employeurs, qui sont regroupés au sein de 165 000 entreprises. On représente les 5 familles de l'économie sociale et solidaire telles que définies dans la loi de 2014. À savoir les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS. Et donc, depuis 18-24 mois, on travaille sur les sujets de transition écologique. Alors, ça fait 4 ans qu'on travaille collectivement avec les chambres régionales de l'économie sociale. Bonjour madame, je vais le téléphone dans la cabine, s'il vous plaît. Ah, pardon, excusez-moi, je vais sortir. Pardon, je vais juste changer d'endroit, excusez-moi. Ok, alors effectivement, Aurore, tu nous avais dit que tu étais un peu en transit. Ouais, je suis désolée. Et donc, tu es... Pardon, je vais mettre ici, je vais être au calme. Pardon, je suis désolée. Non, là, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. C'est vocal. Donc, en fait, ça fait que là, vous m'entendez mieux? Vous m'entendez? Ouais. Oui, c'est bon là. Ok.
Donc, en parallèle de ça, on a lancé une initiative avec ASVE Mutuelle sur les notions de SSisation de l'économie. De quoi parle-t-on quand on parle de SSisation? Ça revient à ce que disait Florentin en introduction, c'est-à-dire comment on arrive aussi à faire des modèles d'entreprendre de l'économie sociale et solidaire, des modèles pour les entreprises. Et en l'occurrence, on trouve que c'était intéressant dans ce travail-là de parler, d'avoir une approche filière pour aller sur des filières. Alors, au départ, l'objectif qui est écrit ici, c'était d'aller sur des filières où l'ESS n'était pas ou peu présente. Sur les textiles, j'ai envie de dire que ça a été peut-être une erreur de jugement au départ quand ils ont choisi ça comme peu présent, parce qu'on va voir en fait dans le déroulé qu'on est quand même déjà assez présent sur les questions du textile côté ESS. Et donc, du coup, l'idée, c'est bien de se dire que les modèles d'entreprendre de lucrativité limitée ou de non-lucrativité de l'économie sociale et solidaire, de gouvernance partagée, d'ancrage territorial, sont vraiment une force ensuite pour pouvoir servir de modèle à structurer des filières. Sur la filière textile en particulier, donc, on voit, donc je vous ai mis quelques chiffres clés, c'est assez prégnant de voir ce que ça représente en fait l'industrie du textile en France. Ça représente plus de 5 milliards d'euros. On a plus de 500 000 tonnes de textiles qui sont mis sur le marché chaque année. Il y a encore peu de temps, en estimant de flux. Ensuite, sur la seconde main, on va voir que l'ESS est très présente sur cette partie-là. Mais déjà, en fait, là où on attendait peut-être moins l'ESS et où au final, on voit bien sur l'analyse de la chaîne de valeur, c'est qu'on est présent dès la production de matières premières. Déjà parce qu'une grande majorité de l'agriculture en France est structurée au sein des coopératives, mais aussi parce qu'on a des solutions innovantes. Innovantes, vous me direz, le chanvre et le lin, c'est pas nouveau, mais on a des filières qui se reconstituent nouvellement autour de matériaux plus durables tels que le lin ou le chanvre. Et ça, ce sont notamment des coopératives de type SIC qui s'approprient aussi ces sujets-là. On a quelques acteurs coopératifs aussi sur les questions de la filature. Donc, ça veut dire que derrière, on est en capacité aussi, grâce à ces modèles-là, de pouvoir essaimer et déployer dans les territoires et donc peut-être aussi de répondre à l'enjeu de relocalisation de l'industrie textile. On a évidemment des ateliers de confection dans lesquels on trouve notamment de l'insertion par l'activité économique, mais aussi de plus en plus des acteurs du réemploi qui vont se positionner sur les questions d'upcycling et qui vont aller au-delà de juste laver un vêtement pour le remettre dans le circuit. On a par exemple Tissons la solidarité qui est intervenu dans un webinaire que l'on a fait sur le réemploi solidaire des textiles le mois dernier, qui présentait en fait tout son programme d'accompagnement des salariés en insertion autour de nouveaux métiers d'upcycling du textile. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir que l'ESS, elle est pionnière et innovante sur ces métiers-là. On a quelques structures qui sont sur la commercialisation, en particulier sur la commercialisation d'équipements, de vêtements réemployés. Et on va voir, en fait, c'est une petite boucle à l'intérieur de la chaîne de valeur. On a beaucoup de structures de l'ESS historiquement qui se sont positionnées sur la collecte des textiles de seconde main. Puis du coup sur le tri, en l'occurrence vous connaissez évidemment le relais qui est issu du mouvement Emmaüs et qui donc aide l'économie sociale et solidaire et qui aujourd'hui sur l'ESS on capte en moyenne 60% des textiles de seconde main dans la partie collecte. Donc ça veut dire que finalement l'économie sociale et solidaire elle est majoritaire sur ces métiers-là, en tout cas sur l'accès au gisement en France. Et puis du coup évidemment des boutiques de type recyclerie, qu'elles soient d'ailleurs avec de la vente, mais aussi évidemment tout ce qui est vestiaire avec l'activité solidaire. Je pense au Secours catholique par exemple qui depuis des années s'est positionné sur la collecte de vêtements pour les redonner ensuite à des personnes dans le besoin. Et donc effectivement vous voyez sur le schéma la double boucle en fait ensuite entre les vêtements réemployés qui repartent dans des circuits de commercialisation portés par des structures de l'ESS ou qui repartent vers les métiers d'upcycling dont je vous parlais juste avant. Et on a l'exemple porté par le réseau Tissons la solidarité. Alors, moi, je voulais notamment vous faire un focus sur le petit bout là, de cette chaîne-là, puisque c'est là-dessus où l'ESS est la plus présente aujourd'hui, voire même majoritaire, avec ce que je vous disais sur les 60%. On voit sur Carteco, que vous connaissez peut-être, qui est donc la carte qui vise à référencer toutes les structures de l'ESS
spécialiste de la transition écologique. Aujourd'hui, on est donc principalement sur la question prévention et gestion des ressources / déchets. Et donc, on a déjà plus de 1000 structures de l'ESS référencées en France sur le seul flux textile, linge de maison, chaussures. Donc, c'est aussi l'occasion pour vous, collectivités, de pouvoir identifier des structures de votre territoire en allant dès à présent sur la carte et en faisant un filtre sur le flux textile. Donc, les grands enjeux globaux sur la filière, et à chaque fois, je vais essayer d'y mettre, de faire le lien avec ce que peuvent faire les collectivités, en particulier sur ce sujet. Il y a évidemment les évolutions juridiques qui ont été, on peut dire, peut-être plutôt favorables, notamment avec la loi AGEC qui interdit en particulier l'élimination des invendus de textiles. Qui pour beaucoup partaient avant soit au stockage, soit à l'incinération. Donc aujourd'hui, il y a une obligation de les donner et de les donner en particulier à des associations, donc à des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a des évolutions aussi sur la commande publique. Alors, en particulier, je pense à l'article 58 de la loi AGEC qui peut aussi parfois générer un petit peu d'inquiétude dans les collectivités sur la mise en œuvre opérationnelle, puisque du coup, il va y avoir par filière des objectifs et des pourcentages minimums d'approvisionnement en équipement réemployé. J'avoue que pour en avoir parlé avec le CGDD, donc le Commissariat général au développement durable, le ministère qui porte ce sujet, j'ai encore un petit peu de mal à voir comment sur la filière textile vous allez réussir comment on va réussir en fait opérationnellement à s'approvisionner en équipement réemployé, parce que je sais bien que sur la question des textiles professionnels, il y a des normes à respecter sur certains uniformes, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi qu'il faut qu'on teste des choses, que par des expérimentations ou des retours d'expérience, on puisse s'auto-alimenter de ce qu'il est possible de faire ou pas, et puis surtout des besoins que vous pouvez avoir. Alors évidemment, il existe la filière à responsabilité élargie des producteurs sur la filière TLC depuis 2009 maintenant, avec anciennement Eco-TLC qui maintenant s'appelle Refashion depuis peu. Il va y avoir des évolutions certaines, là c'est évident, de la filière avec le cahier des charges qui va bientôt être remis en révision pour que l'éco-organisme soit réagréé l'année prochaine. Et sur ce sujet, en fait, on voit bien que la volonté de l'éco-organisme, c'est aussi de pouvoir structurer une filière de recyclage des textiles en France et ou en Europe. Donc, de fait, nous, côté ESS, ça nous interroge forcément sur le fait de s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit entre les flux qui partent pour réemploi et les flux qui partent vers le recyclage, puisque du coup, la réglementation européenne fixe bien dans la loi cadre économie circulaire, enfin déchets puis économie circulaire, que le réemploi est prioritaire par rapport au recyclage. Donc ça va être un vrai enjeu pour nous, surtout en considérant qu'on a accès à 60% du gisement. Il va y avoir des vraies questions de développement, mais j'y reviens juste après, sur les questions justement de recyclage. Et je pense que là, il y aura des liens très forts à avoir avec les collectivités, puisque vous avez la possibilité aussi de faire en sorte de déployer le maillage de points de collecte. Et donc, du coup, de faire le lien aussi avec les acteurs de l'ESS de votre territoire sur cette question de l'accès au gisement. Il y a aussi évidemment Juste, Aurore, est-ce que tu pourrais partager ton écran en plein écran? Excuse-moi, je ne savais pas que c'est toi qui partageais ton écran. En plein écran, pardon. Parce que là, on a... Voilà. Ok, merci. Excuse-moi, parfait. Pardon. Donc, un des grands enjeux aussi, c'est évidemment les changements de comportement. On sait bien que l'industrie textile, aujourd'hui, c'est l'une des plus polluantes au monde. Donc, on voit bien parmi les consommateurs et consommatrices qui ont envie de plus d'éthique à la fois sociale, parce que sur les textiles, c'est même pas qu'une question d'environnement, c'est aussi une question sociale avec des problèmes de textiles qui sont produits dans des conditions parfois complètement inhumaines à l'autre bout du monde. Donc, il y a aujourd'hui quand même une prise de conscience générale qui vise à vouloir en fait des filières beaucoup plus éthiques et durables. Donc, ça veut dire de fait local aussi, avec des salariés qui sont reconnus, qui sont respectés, et puis du coup un impact environnemental moindre. Donc aussi repenser la notion
c'est ce dont on parlait au départ quand je parlais des filières de lin et de chanvre, c'est-à-dire comment on arrive aussi, on a énormément de textiles aujourd'hui qui contiennent du polyester, donc du plastique. Se pose la question, pour avoir des matériaux plus durables, de relocaliser et de redéployer des filières de production agricole qui permettent ensuite d'avoir la matière plus durable pour Là, on a perdu, enfin, en tout cas, moi, j'ai perdu la connexion. Tu mettais l'accent sur les filières agricoles pour aller sur cela. Ouais, tu m'entends là? On t'entend un peu Moi, mieux. je ne sais pas du tout. Tu mettais l'accent sur les filières agricoles, enfin, dès la fabrication des matières premières. Je vais peut-être couper ma caméra, ça va peut-être faciliter. La volonté des consommateurs et consommatrices d'avoir des produits plus éthiques fait que ça va reposer la question notamment, et puis plus respectueux de l'environnement, fait que ça va reposer les filières ambitieuses sur le lin, le chanvre, c'est-à-dire, vous m'entendez toujours? Oui, pas très bien, mais on t'entend. Il y a un petit bruit de fond, mais c'est audible pour l'instant. Ok. Et puis, de fait, se pose la question aussi des changements de comportement en matière de durabilité des textiles. Là, moi, je parlais beaucoup de l'enjeu aussi pour les metteurs en marché à produire des textiles qui sont plus durables dans le temps. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on a des produits de la fast fashion qui sont mis sur le marché qui coûtent 10, 15, 20 euros et qui durent à peine un an. Et donc, ça crée aussi énormément de déchets que vous retrouvez, vous, collectivités, sur vos territoires. Dans les autres leviers et opportunités, donc bon, de fait, j'en ai déjà parlé sur la question de la relocalisation de la filière, puisque c'était très lié, selon moi, au changement de comportement des consommateurs et consommatrices, puisque c'est une façon de répondre à cette nouvelle demande. Il va y avoir évidemment des grands enjeux sur la question du réemploi, parce que les consommateurs et les consommatrices en veulent plus, mais surtout, de fait, comme les consommateurs et les consommatrices en demandent plus, on va avoir un réel enjeu à se positionner côté économie sociale et solidaire face au secteur lucratif. Il faut avoir en tête que c'est l'ESS qui a été pionnière sur ces questions, et notamment dans tous les domaines de charité. Filière textile en particulier par rapport à d'autres filières, c'est que beaucoup d'acteurs lucratifs sont arrivés sur le marché, à la fois des plateformes telles que Vinted qui vont permettre de la revente de vêtements de particulier à particulier et qui du coup vont capter la crème, c'est-à-dire la meilleure qualité du gisement textile que l'on pouvait avoir avant dans nos collectes, mais aussi des acteurs qui se positionnent sur la collecte pour ensuite réapprovisionner des corners réemploi dans les grandes surfaces. Et qui en fait vont racheter contre bon d'achat les vêtements auprès des citoyens, des citoyennes, pour pouvoir ensuite recréer ces corners. Ce qu'on observe du coup, c'est que globalement, la crème en fait à plusieurs endroits, elle est captée en amont de nos propres structures. Et c'est compliqué parce que c'est principalement sur la crème, sur le réemploi de la crème, que nos structures de l'ESS se rémunéraient aujourd'hui. Il faut que vous ayez en tête que pour une recyclerie, l'atelier textile représente entre 25 et 30% du chiffre d'affaires annuel. Et que donc du coup, plus la qualité entrante va baisser, plus ça va impacter les modèles économiques de nos structures. Donc là, aujourd'hui, se pose une vraie grosse question sur l'accès au gisement pour réemploi. Je reviendrai dessus aussi sur la question recyclage, mais pour réemploi. Et donc de pouvoir démarquer l'économie sociale et solidaire par rapport à cette économie lucrative du réemploi des textiles.
Par ailleurs, ça a un autre effet pervers très fort sur lequel il faut aussi communiquer et charge à nous aussi de nous emparer de ces sujets-là côté USS pour sensibiliser les consommateurs et les consommatrices. C'est l'érosion du geste de don. De fait, les personnes commencent à s'habituer à pouvoir revendre les équipements dont ils n'ont plus besoin, notamment les textiles, et donc s'habituent à recevoir de l'argent en contrepartie, et donc perdent cette habitude qu'ils avaient ou qu'elles avaient de pouvoir orienter ces vêtements vers des structures solidaires. Donc ça pose aussi de vraies questions ensuite sur le rapport des citoyens et des citoyennes au geste de don. Sur le recyclage, on a évidemment un très très gros enjeu à venir, puisque donc là l'éco-organisme commence à assumer qu'ils vont pouvoir ils étaient éco-organismes sur une filière financeuse jusqu'à présent, c'est-à-dire même procéder que sur les emballages, ils rémunéraient l'acte de tri financièrement. Aujourd'hui, ils assument qu'ils vont se positionner sur les notions de collecte et je pense que ça s'inscrit principalement dans l'évolution qu'ils prévoient de la filière, c'est-à-dire faire un gros focus sur les activités de recyclage de textiles. Et pour ça, il faut avoir accès à du gisement. Donc, on a déjà des expérimentations qui sont menées notamment par le CETI, le Centre européen pour les textiles innovants, qui essaye de développer une chaîne de recyclage des textiles et qui a déjà pris attache avec l'économie sociale et solidaire il y a déjà plus d'un an maintenant pour voir dans quelle mesure il peut avoir accès justement à ces gisements qui ne peuvent pas être réemployés, réutilisés, et voir comment on arrive à développer des filières qui fonctionnent en fait sur le recyclage, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que le recyclage de textile, au-delà du fait qu'il n'a pas de modèle économique, est très compliqué d'un point de vue technique, puisque les fibres elles ont tendance à casser. Donc, il y a beaucoup de recherches et d'innovations qui sont menées aujourd'hui sur ce sujet, mais il va y avoir de fait une grosse question sur la concurrence pour l'accès au gisement. C'est-à-dire qu'il va falloir être vigilant dans le développement de cette filière de recyclage des textiles, de ne pas le faire au détriment du réemploi et de la réutilisation. Tout ça amène à des grosses questions dans les territoires, et j'en finirai par là. En fait, on s'aperçoit depuis 2-3 ans que c'est quand même une filière qui est en tension, la filière du réemploi solidaire des textiles, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, pour les raisons que je vous ai évoquées sur l'accès à la crème et le fait que proportionnellement, on récupère moins de crème aujourd'hui qu'avant. Il y a eu évidemment la crise Covid. Il faut savoir que 95% des textiles qui sont collectés par nos structures qui viennent sur les centres de tri sont réemployés, réutilisés. Enfin, 95% de ce qui est réemployé, réutilisé, donc ça représente à peu près 60% qui est réemployé, réutilisé. 95% de ça est réutilisé, réemployé en Afrique ou en Europe de l'Est. Seulement 5% est réemployé en France, c'est vraiment la crème de la crème. Et donc, en période de crise sanitaire, de fait, comme les frontières étaient fermées, on a été les structures se sont retrouvées dans des situations très compliquées de devoir stocker énormément et de ne pas forcément avoir de débouchés. Donc, ça a forcément aussi reposé des questions sur le mode de fonctionnement de la filière. C'est ce qui a entraîné dans certains territoires, alors pas que la crise sanitaire, mais voilà, la filière, le fait qu'elle soit en tension, ça a entraîné en fait des dynamiques de structuration de la filière au niveau territorial, en particulier au niveau régional. On a le cas notamment du cluster Recycloc qui est porté en Occitanie par la Fédération des entreprises d'insertion en particulier, mais qui était soutenue évidemment aussi par la région. Et puis, en Pays de la Loire, depuis 2018, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, alors que ce soit du vestiaire, en passant par la recyclerie, en allant jusqu'au centre de tri du relais, se sont mis autour de la table en faisant ce constat d'une filière en tension, avec la volonté de travailler collectivement à se structurer entre eux pour voir comment ils peuvent mutualiser des moyens, améliorer la performance de la filière. Et donc, depuis 2018, ils travaillent au sein d'un collectif qui est animé par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Ils vont lancer à partir de cette année, ça a été compliqué pour obtenir les financements complémentaires, mais ils ont obtenu les financements pour lancer une étude d'action. Donc, ça va commencer par une première phase de diagnostic des différents tonnages collectés et réemployés ou envoyés pour recyclage. Évidemment, une évaluation, un diagnostic
exutoires disponibles. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que comme on est dans une étude d'action, ensuite, la deuxième phase sera aussi de voir comment on peut faciliter des coopérations au niveau territorial, et notamment avec des industriels du textile hors ESS, pour voir comment, justement, on peut vraiment aller au bout de la circularité de cette filière en réinjectant des textiles directement dans les processus de fabrication. Voilà, donc vous pourrez retrouver la note d'opportunité et puis notre webinaire aussi sur le réemploi solidaire des textiles et justement le positionnement d'Emmaüs France, du relais, de Tissons la solidarité sur ces questions d'évolution de la filière, comment ils se positionnent aussi par rapport au recyclage. Et puis, vous avez la troisième intervention qui est précisément sur la présentation de cette structuration du collectif en Pays de la Loire. Merci et vraiment désolée pour la connexion. Merci Aurore pour la présentation. Alors c'est vrai que les conditions techniques n'étaient pas optimales, mais ça nous semblait vraiment important de pouvoir présenter la note de décryptage et d'opportunité que SS France a réalisée sur la filière textile. Parce qu'elle met bien en évidence la place des acteurs de l'ESS aux différents chaînons. Et effectivement, la diapo, alors je ne sais pas si tu peux la remettre en grand écran, où on voit les acteurs de l'ESS aux différents bouts de la chaîne de la filière textile. Je pense que c'est important d'avoir en tête. On a souvent après, tu as fait un zoom sur la question du réemploi, qui est peut-être plus connu, mais de montrer que pour travailler sur la filière textile, l'idée c'est vraiment de travailler sur les différents chaînons de la filière et que les acteurs de l'ESS sont déjà plus ou moins présents sur ces différents chaînons. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a quelques questions ou remarques? Alors, la note, elle a été partagée plusieurs fois, mais on peut... je vais vous la repartager. Alors, pour le replay, je ne sais pas si le son pourrait être amélioré. On va voir avec Emeline Wilbert, qui chez nous est en charge de la communication, si elle peut faire des miracles, mais je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, je vous ai repartagé la note et puis le lien. Et puis Pierre-Alain, donc, qui est en back-office, partage le lien vers le webinaire qui a été présenté par Aurore. Alors, une première intervention ou question, ne faudrait-il pas lutter activement contre la fast fashion? Alors, je ne sais pas, Aurore, s'il y a des actions alors, concernant plus les acteurs de l'ESS, et sinon, peut-être, on pourrait avoir quelques témoignages de collectivités. Est-ce que la lutte contre la fast fashion, Aurore, est-ce que tu as repéré des acteurs de l'ESS sur… Pardon, j'arrivais pas à retrouver le micro. Oui, évidemment, c'est le premier enjeu, c'est-à-dire comment en fait on arrive à faire en sorte, même dans l'éco-contribution, comment on arrive à éco-moduler suffisamment l'éco-contribution pour permettre aux initiatives vertueuses qui vont par exemple repartir de textiles, de matières premières plus respectueuses de l'environnement, par exemple, ou de vêtements plus durables, comment ils peuvent avoir des bonus bien plus incitatifs, et à l'inverse, comment ceux qui vont utiliser des produits, qui vont mettre sur le marché des produits qui n'ont pas une longue durée de vie ou qui utilisent des matières plus polluantes, vont payer une éco-contribution plus forte, en fait, pour qu'ils soient, avec cette histoire de bonus-malus, plus fort. Il existe aussi quand même un certain nombre de structures qui commencent côté associatif à vraiment, je pense notamment aux ONG environnementales, à sensibiliser les citoyens, les citoyennes sur le problème de la fast fashion et sur le problème à la fois de l'impact polluant de la production de textiles d'une part, mais aussi de tout ce que ça produit en termes de déchets derrière. Donc oui, je pense que vous, en tant que collectivité, puisque vous avez ce lien très privilégié aux citoyens et citoyennes, la première chose à faire passer comme message, notamment dans le cadre de vos programmes locaux de prévention des déchets, c'est de pouvoir expliquer, et d'ailleurs là-dessus, l'ADEME a fait une très bonne exposition qui est à disposition de tout le monde en ligne, et d'ailleurs vous pouvez aussi commander il me semble, les affiches gratuitement. Ça s'appelle Le revers de mon look.
je pourrais la mettre dans le chat juste après si vous voulez. C'est une exposition qui permet d'expliquer et de vulgariser les impacts de l'industrie de la mode sur l'environnement. Donc, je pense qu'on a un enjeu très fort, en effet, à pouvoir expliquer en quoi c'est un problème, que le problème à la source, il vient bien de la surconsommation de textiles. On consomme en moyenne 9,6 kg par an par habitant de textiles. Merci beaucoup. Et je pense qu'on aura quelques illustrations aussi avec l'intervention de Malika Bohem, parce que voilà, sur Roubaix, il y a une initiative, alors avec notamment Majouline Zbaï, qui a fait un ouvrage, je vais vous envoyer le lien dans le chat, sur la question de la mode, de l'impact de la mode. Et donc, je pense qu'on y reviendra avec Malika. Il y a une question, une remarque de Justine Métro, de la Caisse des dépôts. Si aujourd'hui 95% des textiles collectés sont exportés car ne satisfont pas aux exigences de qualité, excusez-moi, je l'ai le remplacement. Voilà. Le remplacement des exportations par du recyclage en France menacerait-il les équilibres économiques des structures de l'ESS concernées? Évidemment. Pour plusieurs raisons. Alors, bon, il y a eu un documentaire en plus qui est passé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, sur le fait que ces textiles se retrouvent sur des plages en Afrique. Ça a beaucoup, au Ghana en particulier, il me semble, ça a beaucoup choqué l'opinion publique, ce que je comprends tout à fait, mais il faut avoir en tête, comme le disait Emmaüs, on en parlait encore vendredi dernier, que ça ne correspond pas du tout à la réalité, en fait, que typiquement le Relais a quand même développé des centres de tri en Afrique pour justement récupérer ces gisements-là, former des gens au métier du tri, créer de l'emploi local pour que les filières soient quand même plus vertueuses. Il n'empêche que la question que vous posez, elle n'est pas directement celle-ci, mais je tenais quand même à préciser ça. Vous posez la question même juste, on pourrait dire, de l'impact du transport, d'envoyer 95% de ces textiles dans d'autres pays, quand on pourrait, peut-être en termes d'analyse de cycle de vie, c'est peut-être plus vertueux de faire du recyclage en France plutôt que d'envoyer 95% là-bas. Il me semble, alors je ne sais pas si elle est publique cette étude, mais elle vient d'être terminée il y a 1 ou 2 semaines, donc je vais essayer de me renseigner pour voir si j'arrive à la dénicher et si elle est publique et la transférer à Anne-Laure pour qu'elle puisse vous l'envoyer. Mais il y a eu une étude récente, il me semble, exactement sur cette question, c'est-à-dire comparer le réemploi qui se fait en Afrique ou en Europe de l'Est, comparé au recyclage potentiel en France d'un point de vue impact environnemental. Je ne sais même pas si la question de l'impact social était prise en compte, mais si elle est disponible et si c'était bien sur ce périmètre, je vous la ferai parvenir, parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui qu'il faut comparer. Et il me semble qu'Emmaüs disait dans le webinaire le mois dernier là, que globalement, ce qui commençait à ressortir, c'était que ça restait plus vertueux de faire de la réutilisation dans ces conditions plutôt que de faire du recyclage en Europe. Merci. Et la question, une mode éthique est-elle possible? Non, c'était la référence de l'ouvrage de Majouline Zbaï, voilà, qui aborde ces sujets. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Eh bien, écoutez, dans ce cas, je vous propose que, alors, on dézoome un petit peu sur le textile, les enjeux du textile en propre, pour avoir une rapide présentation par Mathilde et Sébastien des Petites Rivières du guide méthodologique qui est en cours de réalisation, et alors à la fois sur les objectifs du guide et puis un peu sur ce qu'on attend comme contribution de votre part par rapport à ce guide. Sébastien et Mathilde,
Merci Anne-Laure, c'est Mathilde du coup qui va prendre la parole. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis ma caméra et si ce n'est pas le cas, je l'éteindrai. Je vois Anne-Laure qui Parfait. me fait un pouce. Super. Et du coup, oui, je suis aussi en présence de Sébastien Lévrier, qui est le cofondateur, et moi, je suis consultante chez Les Petites Rivières. Donc, très, très rapidement, juste pour nous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une agence de conseil en ESS, donc en économie sociale et solidaire et innovation sociale. Et notamment pour l'État et les collectivités, c'est vrai qu'on est amené à faire de nombreuses missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, accompagnement de politique publique ESS. Ça peut se décliner de plusieurs façons. Ça peut être de l'appui dans l'évaluation, la définition, la co-construction de stratégies ESS, le déploiement d'actions concrètes aussi, favorables au développement de l'ESS, dans des actions de sensibilisation, des rencontres entre entreprises, acteurs de l'ESS, donc des meet-up. Et on nous sollicite aussi sur notre connaissance de l'ESS et des modèles socio-économiques qui vont avec et leur inscription surtout dans les politiques publiques. Et ça va faire le lien avec le travail qu'on est en train de mener avec le ETES. Mais par exemple, on est en train de travailler avec l'Agence nationale à la cohésion des territoires sur le rôle de l'ESS en quartier prioritaire dans les filières activités économiques de la transition écologique. Donc, on travaille déjà sur cette thématique des filières. Et du coup, on mène cette recherche-action et ça fait le lien avec le guide méthodologique qu'on est en train de produire. Donc, alors, si tu veux passer à la slide suivante, je ne sais pas si c'est toi qui gères, mais juste pour que vous ayez le titre. Voilà. Donc, on est en pleine préparation. On vient de débuter ce travail de guide méthodologique donc, qui est à destination des élus, des techniciens, donc des collectivités locales. Donc, la thématique, comme dit Anne-Laure, on dézoome, c'est vraiment sur la filière en général. C'est comment mettre en place et animer une stratégie filière de territoire avec et pour l'ESS. Donc, comme on l'a rappelé en introduction, Florentin l'a dit, c'est vrai qu'on a cette intuition que la filière, c'est une thématique majeure qui est transversale, qui questionne les interdépendances entre les territoires et qui participe à la résilience territoriale et surtout une filière pour et avec l'ESS, c'est aussi penser à renouveler le soutien aux structures de l'ESS via la filière. C'est aussi analyser le prisme de l'impact des coopérations économiques territoriales. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite proposer ce sujet. Et du coup, ce guide, il a vraiment pour vocation d'outiller. Donc, c'est vraiment de la méthode pure et on se pose plein de questions. Enfin, c'est pour répondre à plein de questions de terrain. Par exemple, quel diagnostic établir, comment faire, comment moi, en tant qu'élu technicien, comment je chiffre les retombées économiques sur mon territoire, les emplois, comment je recense les acteurs, comment je mobilise les services de ma collectivité, etc., etc. Bien sûr, c'est les premières questions qui nous viennent en tête, mais plus on va avancer dans le travail, il y en aura sûrement d'autres. Donc voilà pour juste la thématique en général. On peut passer à la slide suivante où j'ai juste quelques étapes méthodologiques de ce travail à vous présenter. Donc, trois grandes étapes. La première, c'est vraiment d'identifier les pratiques des collectivités et de réaliser des études de cas. Donc, notre objectif, c'est d'en faire 10, d'interroger une dizaine de collectivités. Et justement, ce premier webinaire, pour nous, c'est l'occasion de découvrir, de détecter des projets, de vous écouter aussi, d'écouter vos premiers retours d'expérience. Ce qu'on souhaite aussi, c'est d'avoir une certaine diversité des territoires. Donc, parler des territoires ruraux, des métropoles. Il y aura bien sûr de l'interterritorialité dans nos études de cas et aussi une diversité des filières étudiées. Aujourd'hui, on parle du textile, mais il y en a plein. Il y aura un autre webinaire d'ailleurs sur la filière bois. Et voilà, ce ne sont pas les seuls. Donc, on va essayer de respecter cet équilibre-là. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est vraiment l'objectif, c'est d'analyser les modalités d'intervention des acteurs un petit peu pionniers qu'on aura interviewés en phase 1. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, d'identifier les freins, les clés de réussite, les leviers d'action de ces acteurs, voir quels sont les outils à disposition, quelles questions ils se sont posées. D'ailleurs, j'ai parlé de quelques questions juste avant, mais voilà, quelles réponses ils ont trouvées et voilà, partager un peu l'ingénierie qu'ils ont développée pour la partager à d'autres, à peut-être des acteurs comme vous qui vous posez ces questions ou certains d'entre vous qui ont déjà certaines réponses. Donc, troisième étape, bien sûr, de produire ce guide et de mettre en perspective et de partager tous ces enseignements. Et l'idée, c'est vraiment déjà, comme je le dis, que ce soit un outillage, mais aussi qui contribue au débat public sur la thématique des filières. Donc, la plus-value aussi, et à quel endroit l'ESS peut s'immiscer. La plus-value de la filière aussi pour l'ESS, quelles sont aussi les limites, bien sûr, de la thématique, et quel est le chemin qui reste à parcourir, donc les outils complémentaires à mobiliser. Donc, voilà, c'est vraiment un travail qui se veut être aidant.
Donc, je vous présente là ce travail pendant ce webinaire parce qu'il me semble, je ne sais pas si tout le monde l'a reçu, mais on vous a envoyé un questionnaire c'était un petit peu la première étape de ce travail. Questionnaire où on demandait voilà, si vous aviez connaissance de projets de structuration de filières sur vos territoires, quelles filières si c'était le cas, comment étiez-vous impliqués ou est-ce que vous connaissiez aussi d'autres territoires qui le faisaient. Donc voilà, n'hésitez pas ce questionnaire à le remplir ou si vous pensez là en m'écoutant à des collègues ou voilà, à des territoires qui pourraient y répondre, n'hésitez pas aussi à le partager. Et on est aussi, comme je vous le disais, vraiment au début, au stade de conception de cet outil, au début des travaux. Donc, on peut aussi profiter de ce temps dans le chat. Si vous avez des questions sur cette thématique, n'hésitez pas dans le chat à les noter. On les prendra. Enfin, voilà, s'il y a des interrogations auxquelles nous, on va essayer de trouver des réponses petit à petit, n'hésitez pas. S'il y a des angles d'analyse aussi qui vous paraissent pertinents, c'est le moment de les partager. Et puis, en fonction aussi de ce qui se dit dans ce webinaire et des questionnaires, etc., on reviendra peut-être vers certains d'entre vous pour un approfondissement et en tout cas pour participer à ces travaux. Donc, s'il y a des questions aussi, voilà, si vous avez des remarques dans le chat ou à l'oral, n'hésitez pas à nous les partager. Merci beaucoup Mathilde pour la présentation de ce guide. Alors, j'ai remis dans le chat le lien vers le questionnaire qui a été réalisé il y a 15 jours, 3 semaines, voilà, comme objectif de repérer quelques pratiques de collectivité. N'hésitez pas à le compléter ou à nous faire savoir directement au RTES les sujets ou les questions sur lesquels vous travaillez. Comme disait Mathilde, on va avoir un deuxième webinaire sur les questions de filière en septembre, sur la filière bois, mais on est vraiment intéressé par à la fois vos retours d'expérience et puis les questions que vous posez. Et on a commencé à travailler un peu avec les collectivités du RTES sur leurs attentes par rapport à ce guide. On se permettra de vous envoyer peut-être quelques étapes de ce guide pour contribution et enrichissement. S'il n'y a pas de questions spécifiques par rapport au guide méthodologique, je vous propose qu'on revienne à l'approche filière et avec donc le témoignage introductif d'une collectivité locale, donc la métropole européenne de Lille, avec donc Malika Bohem, qui est donc chef de projet économie circulaire à la métropole européenne de Lille. Malika, je te vois pas. Je suis là. Oui, là, voilà. Bonjour. Voilà. Pour présenter la façon dont, sur le territoire de la métropole européenne de Lille, la question de la structuration de la filière et de la place des acteurs de l'ESS est posée. Et puis, je crois qu'il y a d'autres personnes du territoire qui sont connectées et qui pourront, je pense, sans souci, compléter ou réussir ton intervention. Sans aucun problème. Peut-être mettre... voilà. La métropole européenne de Lille, donc territoire d'1 200 000 habitants, de 95 communes, a une longue histoire sur la question textile qui a un peu forgé son identité, qui a perdu beaucoup d'emplois au moment du démarrage de la fast fashion, justement, ça a été évoqué tout à l'heure, mais qui a rebondi sur la question des textiles innovants et qui est doté d'un écosystème extrêmement dense qui propose toutes les compétences à la fois des industriels bien sûr, mais aussi on a parlé du CETI tout à l'heure, le CETI est implanté sur le territoire de la métropole, le pôle de compétitivité, des organismes de formation, bref, tout ce qu'il faut pour que la filière puisse s'épanouir dans de bonnes conditions et surtout avec des comportements plus adaptés aux enjeux de la transition écologique et des difficultés environnementales qu'on rencontre.
Alors, les acteurs de l'ESS ont il y a très peu de temps grandi de leur côté en proposant des activités qui étaient plutôt du registre des chantiers d'insertion, des régies de quartier, des activités plutôt orientées vers les publics en difficulté, à la fois pour les remettre au travail, mais aussi pour leur permettre l'accès à des produits qu'ils n'auraient pas pu s'acheter dans le commerce courant. Ces deux mondes ont évolué ensemble et tout l'enjeu qu'on rencontre aujourd'hui, c'est de les faire se rencontrer, puisque la construction d'une filière, et qui plus est dans le textile, nécessite l'intervention de tous les acteurs. On sait qu'il y a un potentiel de développement et d'emploi lié à l'économie circulaire qui est important. Alors, beaucoup de chiffres sont annoncés. Il y a une étude régionale qui a été menée par l'ADEME en 2020 et qui montre à la fois un potentiel de création d'emplois prudent avec des scénarios faibles, médians et ambitieux, ce qui nous laisse penser que sur un territoire comme la métropole, on pourrait aller d'ici 2050 jusqu'à la création de 1 500 emplois liés à l'économie circulaire, avec notamment des métiers qui vont se développer dans la qualification du geste de tri. Ça a été largement évoqué aussi par ESS France tout à l'heure. C'est vrai que la question de la collecte et du tri, elle est assez déterminante, à la fois pour récupérer le vêtement, mais aussi pour alimenter les filières qui vont pouvoir transformer, recycler et permettre la réutilisation de matériaux qui auront été fabriqués localement. On peut passer à la slide suivante. Donc, on a défini au niveau de la métropole une stratégie économie circulaire en 2021. Parmi 5 filières qui ont été privilégiées, la filière textile, évidemment. Et l'approche qu'on en a, elle est bien prioritairement en direction des acteurs de l'ESS, pas que, mais les autres acteurs bénéficient déjà d'une structuration et d'un soutien important de la MEL. Là, aujourd'hui, il nous semble que, justement, dans le domaine de l'économie circulaire, il est important que les acteurs de l'ESS ne soient pas oubliés. Et la manière dont on travaille, alors, dans le champ du développement économique, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des politiques pour pouvoir déjà opérer des rencontres entre ces différents acteurs. Donc, un soutien à la coopération. Là, j'aimerais évoquer une opération qui a eu lieu en 2020 et qui montre que tout est possible. L'association Les Souffles du Nord avait mis en place, proposé, initié, piloté une opération qui consistait à doter les soignants en masques donc, au tout début de la crise. Et ils se sont engagés dans une aventure qui a mobilisé plus de 150 entités, des entreprises classiques, le monde de la grande distribution a été concerné, des associations, enfin des organismes de recherche sont aussi associés, des structures de l'ESS compétentes dans le domaine textile, mais aussi en capacité de mobiliser des citoyens, citoyennes pour la fabrication de ces masques. C'était une grosse opération dont on a fêté les 2 ans il y a quelques jours de cela et qui a montré que des liens s'étaient déjà établis au travers de cette opération qui était assez extraordinaire déjà en raison de l'objet, la crise sanitaire, mais aussi sur la manière dont spontanément les acteurs ont réussi à trouver la complémentarité entre les ressources qui pouvaient être proposées par chacun. Et le Souffle du Nord a d'ailleurs récupéré une enveloppe non dépensée à l'occasion de cette opération, avec laquelle il va lancer un appel à projet pour justement identifier de nouvelles initiatives dans ce domaine. L'animation des coopérations, donc là, je ne sais pas si Christelle Desmarais est dans la salle, mais elle pourra compléter puisqu'elle est à l'origine de ce groupe. Donc, c'est une animation régionale qui nous semble déterminante puisqu'elle réunit l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine du textile, que ce soit des organismes académiques, des réseaux du textile,
le centre de transfert, donc le CETI, les acteurs de l'ESS qui sont représentés par la chambre régionale sur les thématiques de l'économie circulaire et la manière de faire avancer le textile. Alors, on parlait tout à l'heure de lutte contre la fast fashion. C'est une très belle occasion de lutter contre la fast fashion. Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire avancer à la fois les filières, les acteurs et les différents leviers de l'économie circulaire. Merci Malika. Je te propose juste de donner la parole à Christelle. Oui. Sur ce groupe régional. Christelle, si vous voulez. Voilà. Je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui. C'est bon. Oui, oui, merci Malika de me tendre cette perche. Effectivement, donc au niveau de la région Hauts-de-France, nous avons un cadre d'orientation qui a été voté par les élus, une feuille de route régionale pour le développement de l'économie circulaire avec un certain nombre de domaines prioritaires dans lesquels on retrouve le sujet de la mode durable et circulaire, avec une forte ambition sur le sujet. Et comme vous l'avez très bien évoqué, en fait, le sujet textile mode n'est pas uniquement vu dans une approche filière textile traditionnelle telle qu'on peut l'entendre, mais bien dans une approche de chaîne de valeur élargie et dans laquelle les acteurs de l'ESS ont toute leur place. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans le groupe de travail avec cette animation, on a voulu avoir des représentants de l'ensemble de cette chaîne de valeur élargie et de discuter ensemble de comment on fait progresser ces sujets pour à la fois travailler sur la question de l'approvisionnement durable, sur l'éco-conception des produits, sur les changements de comportement des consommateurs, sur aussi l'accompagnement des marques de mode, puisqu'on a beaucoup aussi de sièges sociaux, de distributeurs de marques de mode sur notre territoire, des acteurs textiles qui sont encore très nombreux, mais qui s'étaient orientés beaucoup sur le textile technique et qui aimeraient peut-être s'orienter de nouveau sur la mode habillement, et comment on fait en sorte que tout cet écosystème échange pour qu'on soit davantage au rendez-vous attendu sur la mode. Plus particulièrement sur la question de l'ESS, nous, au niveau régional et aussi également la MEL, soutenons une organisation qui c'est Fashion Green Hub, qui organise aussi tout un tas d'événements pour sensibiliser à destination des professionnels aux différents enjeux de la mode durable et circulaire, et a prévu d'organiser un atelier spécifique sur l'ESS en septembre. En région, j'en ai plus la date exacte, et donc il y a un groupe de travail qui s'est mis en place qui associe effectivement la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avec l'idée effectivement de pouvoir recenser l'ensemble des acteurs intervenants sur le champ de l'ESS et du textile, en ayant peut-être là le focus de manière complémentaire à ce qui a été présenté, mais plus sur je dirais, l'aval, c'est-à-dire la confection. Puisqu'il y a énormément aussi d'ateliers de confection, et il est aussi important de savoir quels sont leurs besoins, comment on peut également les accompagner sur cette dimension, pour les mettre aussi en relation avec des marques ou des marques distributrices, puisque chacun doit faire un pas, comprendre aussi quelles sont les exigences des marques pour répondre aussi à cette dimension de confection, mais aussi les marques elles-mêmes faire un pas vers la compréhension aussi des enjeux de certains ateliers, et donc accepter aussi de faire évoluer un certain nombre de critères de cahier des charges attendus jusqu'à présent. Et puis, pour nous, il nous semble aussi important d'anticiper aussi des changements à venir. Et si, par exemple, des structures de l'ESS sont concernées, notamment sur la partie confection, c'est d'anticiper la question, par exemple, de l'affichage environnemental,
comment, si certains ateliers de confection deviennent des fournisseurs de rang 1 de certaines marques, sont en capacité aussi de fournir l'information environnementale de leur production. D'accord, donc avec un accompagnement, par exemple, financier de la région pour anticiper ces changements pour les chantiers. Dans un premier temps, c'est donc de les identifier ses besoins. Et donc là, c'est le support à cet événement en septembre pour effectivement nous faire remonter la nature de ces besoins et nous d'identifier les moyens à mettre en œuvre sur 2023. Qui peuvent être des moyens financiers, mais aussi des moyens financiers directs ou alors des moyens financiers apportés à des acteurs qui peuvent accompagner et puis l'essentiel, c'est que ça se mette en œuvre, quoi, ou produire des guides. Voilà, enfin, il y a plusieurs façons ici, effectivement, de l'envisager. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle, pour cette présentation complémentaire. Je poursuis. Alika, si vous poursuivez la semaine. Alors, concernant la mise en réseau, je dirais qu'elle est déjà interne à la MEL. Il s'agit de faire travailler ensemble les politiques de l'emploi, politiques de filière textile et les chargés de relations entreprises pour pouvoir établir les bonnes mises en relation entre les entreprises et les acteurs de l'ESS. On constate sur notre territoire que des entreprises, notamment des jeunes entreprises, des startups, recherchent beaucoup la complémentarité avec l'ESS, puisqu'elles travaillent plutôt leur développement, la communication et confient en sous-traitance à des acteurs de l'économie sociale et solidaire l'aspect production. C'est le cas notamment d'entreprises qui travaillent avec des ESAT pour produire, alors qu'elles se réservent la partie plutôt commercialisation de leurs produits. Le soutien aux dynamiques de tiers-lieux, Christelle a évoqué le réseau Fashion Green Hub. Donc, Plateau Fertile est une action du réseau Fashion Green Hub qui consiste donc à réaliser des activités d'upcycling en 2D en direction d'acteurs de la distribution qui souhaitent écouler des stocks et qui, pour cela, recrutent des habitants de la proximité, donc atelier qui est placé à Roubaix, qui a été une des zones les plus sinistrées suite à la période de désindustrialisation. La visibilité des initiatives, alors à la fois pour montrer les modèles pertinents, ce qui apparaît comme des modèles d'avenir par rapport à la question textile, mais aussi pour accompagner le changement de comportement du consommateur. Donc, l'appel à concours des trophées de la mode circulaire, qui est un appel à concours national, voire européen pour l'édition 2022, et qui permet donc d'identifier les modèles les plus porteurs pour l'avenir, en matière sur l'ensemble de la filière d'ailleurs, ça va de la production à la distribution, et qui a vu dans sa première édition en 2020 des structures de l'ESS concourir, dont une d'ailleurs a été l'un des 5 lauréats en fin de concours. L'appel à projet Mailmakers, qui permet d'accompagner des jeunes entreprises, alors jeunes entrepreneurs plutôt qu'entreprises d'ailleurs, à l'accès au financement participatif en communiquant sur leur activité. L'appel à projet ESS, qui est un appel à projet qui existe déjà depuis longtemps, mais qui permet d'accompagner le démarrage et le développement d'activités nouvelles. Et ce type d'activité pourrait tout à fait rentrer dans le développement de l'appel à projet. La commande publique responsable, on a par exemple dédié extrait un lot pour la fabrication de t-shirts lors de l'élaboration du marché vêtements de travail. Et ce lot a été réservé pour une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est un marché réservé ESS ou insertion par l'activité économique?
C'était un marché réservé ESS. ESS. Ah, ben, on serait intéressé pour avoir l'exemple du marché parce qu'on a identifié très peu de marchés réservés ESS en tant que tel. Hein. Ok. Hein. Et il a été. Comment dire, on connaît qui a remporté le marché, ça déjà. C'est Fashion Green Hub qui a remporté le marché. Ok. Très bien, merci. On peut passer au slide suivant. Voilà. Alors, c'est aussi un sujet qui a été évoqué tout à l'heure par ESS France. Au niveau des métropoles, on dispose de la compétence collecte et tri des déchets. Dans ces déchets, on retrouve bien évidemment énormément de textiles. Donc, au niveau de la nouvelle politique déchets qui a été adoptée en 2021, l'un des objectifs qui rejoint et qui s'inscrit dans la feuille de route économie circulaire, c'est justement de renforcer l'accès à l'ESS au gisement en effectuant un maillage des points de collecte de textiles existants sur le territoire. C'est vrai qu'ils se sont créés de façon un peu anarchique sur le territoire du fait d'initiatives individuelles, de jeunes entreprises, et que c'est un marché qui, du coup, des gisements qui, du coup, ont échappé à l'économie sociale et solidaire. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir à la fois mailler ces points de collecte, les renforcer, communiquer sur ces points de collecte et travailler en coordination avec les acteurs de l'ESS et les outils du territoire pour justement mettre en place des coopérations entre les différents acteurs sur la question à la fois de la collecte, du tri et du démantèlement des vêtements. Ça a été dit aussi tout à l'heure, hein, c'est très compliqué de démanteler du textile qui comporte des fibres très différentes, et encourager les activités de revente et autres initiatives pour la réutilisation et le réemploi du textile. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut dire de la filière textile, c'est que la nouvelle filière textile, celle qui justement tente d'endiguer la fast fashion, et ce qui ne sera pas trop difficile au vu de la réglementation et au vu de la sensibilisation qui est très forte sur ces questions. Elle consiste déjà à opérer, à donner à voir ce qui existe sur le territoire, à opérer les rapprochements entre les différents acteurs en associant dès le démarrage les acteurs de l'ESS pour qu'ils ne restent pas en marge de la richesse que ça peut produire et des activités économiques que ça peut produire. J'ai évoqué tout à l'heure les métiers qui vont de fait se développer avec les besoins qui existent en matière de tri. On est aussi sur notre territoire, sur un territoire à l'échelle régionale, sur un territoire qui produit du lin. Il y a aussi des opportunités en matière de fabrication à partir du lin, des opportunités pour permettre aussi à de jeunes agriculteurs de s'implanter, y compris sur le territoire métropolitain. Et là aussi, on prévoit des aides au démarrage pour permettre une agriculture plus régénératrice, et le lin en fait partie, de pouvoir s'implanter sur le territoire. Donc, c'est vraiment une vision à 360 degrés des politiques publiques qui peut accompagner le développement de l'ESS sur la filière textile, qui, tout compte fait, ne concerne pas que le textile, puisque tout ce qui est produit biosourcé vient aussi accompagner le développement de la filière textile. Merci beaucoup pour cette présentation de la façon dont une métropole, alors où effectivement le textile est historiquement très présent et très structurant, travaille sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à l'intervention de la métropole européenne de Lille ?
n'hésitez pas à indiquer dans le chat si vous souhaitez intervenir. Est-ce que c'est possible d'intervenir? Oui, bien sûr. Alors, sauf, voilà, vous faites comme ça. Allez. Bonjour, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire un petit message. Je voulais vous demander par rapport aux nouveaux enjeux. En fait, est-ce que vous m'entendez? Oui, si vous voulez juste vous présenter, excusez-moi. Oui, je suis Valérie Dubinski, je suis chargée de mission économie circulaire à la métropole de Grenoble, au service déchets, prévention déchets de la collectivité. Et je voulais justement poser une question par rapport aux nouvelles orientations de la REP Refashion, qui est aujourd'hui en train de se réorienter très, très fortement sur le recyclage, alors qu'ultérieurement, ils étaient plus sur en fait, du réemploi à l'export, avec peut-être pas tout à fait des résultats annoncés qui étaient vraiment réalisés. Mais est-ce que pour vous, ça a un impact sur la manière dont vous organisez la filière textile, vous structurez cette filière textile avec les acteurs de l'ESS localement? Alors, on structure la filière textile avec tous les acteurs. Les acteurs de l'ESS représentant un maillon parmi les différents acteurs déjà existants sur cette question, en sachant que l'accès de l'économie sociale et solidaire à la filière textile doit pouvoir se situer à différents maillons en fonction des besoins et des compétences des différents acteurs. Oui, on ne se focalise pas que sur le recyclage. Oui, non, mais je veux dire, je pense que c'est comment dire, aujourd'hui, la Refashion est aussi en train de se positionner sur avoir la propriété des gisements et du coup, peut-être de nous imposer très largement des orientations qui ne seraient pas forcément celles qu'on souhaite mettre en place sur les territoires. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, le poids des REP est quand même… alors après, on peut le regretter ou pas, mais c'est vrai que ils peuvent avoir une inflexion très forte sur l'organisation des écosystèmes locaux. Oui, c'est vrai. Alors, il se trouve que nous, au niveau de la relation avec Refashion, on travaille avec le Relais. Le Relais qui est une entreprise de l'ESS régionale. Et justement, l'objectif, c'est bien d'associer le Relais à l'ensemble de la réflexion de manière à ce que ça puisse bénéficier à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se positionnent et qui peuvent être complémentaires à l'activité menée actuellement par le Relais. Et une petite précision, juste, les points de collecte sur le territoire de la Maine sont gérés par qui? C'est des initiatives privées. Donc, c'est-à-dire que le Relais va venir collecter en déchetterie. On a des points structurés de collecte, qui sont les déchetteries, évidemment. Mais on a aussi des initiatives privées qui se sont implantées sur le territoire à différents endroits. Alors, ça peut être sur des parkings, ça peut être sur du parking public, sur du parking privé. Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir regarder comment fonctionnent ces points de collecte, pouvoir engager la discussion avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés, que ce soit des petites entreprises ou même des acteurs de l'ESS. On a des acteurs de l'ESS qui collectent aussi du textile. Et de pouvoir structurer ça de manière à ce que ça vienne alimenter des filières qui soient des filières qui profitent à l'ensemble de la chaîne de valeur et pas uniquement à celui qui collecte et qui parfois d'ailleurs va revendre à l'extérieur du territoire le textile. Là, l'objectif, c'est de pouvoir recréer de la richesse à l'échelle du territoire à partir de ce textile.
Alors, pour information, enfin, j'ai mis dans le chat le lien parce que on avait fait un webinaire avec Strasbourg hein, dans le cadre de leur travail sur les filières, un peu sur l'ensemble des filières. Et la métropole de Strasbourg a mis en place un SIEG, un service d'intérêt économique général, pour la question de la collecte, du réemploi et du recyclage des déchets. Avec justement comme objectif de pouvoir s'assurer un peu que la collecte de déchets allait être effectuée par des structures de l'ESS. Et donc là, c'est la présentation dans le chat de la délibération de Strasbourg. SIEG sur la collecte et vous aurez très prochainement des compléments d'information parce que il y a, à l'occasion des 20 ans du RTES, on a organisé une visite il y a une quinzaine de jours à Strasbourg sur un des sites donc, gérés par Emmaüs Mundo, qui est un des titulaires de ce SIEG collecte, réemploi et recyclage de textiles. Il y a bien effectivement l'aspect recyclage, hein, c'est ce que vous indiquez. Oui, tout à fait. D'accord. Le SIEG sur ces différentes dimensions. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages sur question à Malika? Alors, je vous propose peut-être, s'il n'y a pas de questions tout de suite, de pouvoir donner la parole à Florence Presson, donc de Sceaux, par rapport à une modalité, la façon dont la ville de Sceaux a accompagné la création d'un lieu mutualisé dédié au textile à Sceaux, la manufacture, qui a été inaugurée très récemment. Florence, si... Oui, très bien. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de partager mon écran. Ça devrait être possible. Voilà. Donc, effectivement, je vais vous parler de la manufacture, hein, qui est une création issue du comité consultatif des transitions, donc co-organisée avec une cinquantaine de citoyens. Donc, ce Fab Lab permettait de répondre à une question. Premièrement, on avait un local de 115 mètres carrés, premier étage, donc assez contraint, avec 4 espaces de 10 mètres carrés chacun, et puis un plus grand de 50 mètres carrés. L'idée, c'était de faire un Fab Lab différent des Fab Labs, je dirais, plus techniques que l'on connaît, puisqu'on souhaitait le dédier au textile, avec la mise en place de machines à coudre simples, des machines à coudre semi-professionnelles et quelques machines spécifiques comme pour faire des t-shirts pour les clubs sportifs et compagnie. L'objectif, c'est que derrière ce lieu, ce qu'on souhaitait, c'était sensibiliser les citoyens à une slow fashion, consommer, concevoir autrement la mode. Et on l'a appelé fibre et textile parce qu'on ne voulait pas se limiter à juste du tissu, du rapiessage et rester dans le vêtement, mais aller beaucoup plus loin. Par exemple, dans la partie décoration un peu de ce lieu, on a mis une étagère qui est fabriquée par Fabrique, ceux qui récupèrent tout ce qui est déchets de tissu et qui compressent pour faire des petites briques. Donc, on a voulu donner un petit peu aussi un lieu de découverte de ces filières assez nouvelles et assez intéressantes. Pour nous, c'est aussi un lieu incontournable de vie, de partage, de création. Si on a mis une machine pour les clubs sportifs, pour les t-shirts des clubs sportifs, c'était pour faire se rencontrer différents publics qui ne se rencontrent pas forcément, qui est en plein cœur de ville. Et puis, on voulait que ce soit aussi un peu la vitrine des transitions, à travers des exemples, des activités concrètes. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'étagère de Fabrique, c'est typiquement un regard autre. Sur cette étagère, d'ailleurs, on a mis plein d'ouvrages qui sont à disposition des gens sur se passer du plastique, sur plein de guides un petit peu inspirants, guides de l'ESS, etc. Ce Fab Lab, pour nous, c'est un lieu qui, bon ça je l'ai un petit peu dit, hein, qui rassemble différents acteurs. On a des écoles, on a 10 000 étudiants sur la ville de Sceaux.
Et ce lieu, il a permis d'être une base de projet pour des étudiants, pour faire un petit guide de qu'est-ce que les labels, comment on s'y retrouve dans les labels du textile. Un autre groupe d'étudiants ont fait une petite exposition avec toutes les informations que représente le textile dans le monde, dans la consommation, dans les déchets. Des étudiants qui font un défilé de mode à un moment donné, de mode un peu éthique, ont un lieu pour pouvoir réparer, essayer, transformer, etc. L'objectif, quand ça a été conçu avec ce groupe de citoyens, c'était aussi de rechercher un équilibre financier. On a souhaité le local et en partie à la ville, mais il y a quand même un loyer, puisqu'en réalité, il est à l'office d'HLM de la ville. Il y a quand même un loyer. On ne voulait pas d'une gratuité complète. On a une mercerie qui a fait beaucoup de dons, donc on a plein de boutons, de choses et tout, mais on a voulu instaurer un mode de fonctionnement aussi qui soit assez coopératif. Alors on va le voir un peu plus dans le détail dans les suivants. Alors, tout d'abord, sur la partie horaire d'ouverture, fonctionnement, il y a une tarification en euros. Le lieu est ouvert librement tous les samedis et dimanches après-midi de 14 à 18 h. Donc n'importe qui peut venir. On a aussi bien des citoyens que des jeunes entrepreneurs qui, sans rien avoir à payer, bénéficient de lieu. Ça veut dire que nous, de notre côté, au niveau de la ville, il y a des bénévoles, enfin, pas des bénévoles qui sont payés, mais des gens de la ville qui font un week-end par mois de façon à tenir ouvert ce lieu. Et le reste de la semaine, c'est uniquement sur demande et sur réservation. Donc pour l'instant, effectivement, on commence juste à cette échelle-là. On commence parce que le lieu a été inauguré fin novembre, fin novembre 2021, et un réel démarrage en décembre. Donc c'est un lieu tout nouveau, on a profité que ce soit le mois de l'ESS qui s'appelle le mois des transitions ASSO, qui a permis effectivement d'inaugurer le lieu et de lancer des expositions, des ateliers créatifs, de façon à ce que ce soit un lieu associé assez fortement à l'économie sociale et solidaire. Et puis je dirais que l'année 2022, ça a été le lancement d'ateliers créatifs et un certain nombre d'événements. On a lancé la notion de Repair Café Textile, un week-end à la mode de chez vous avec une association de jeunes qui récupère des vêtements. C'est pas le relais, c'est un peu différent. Ils récupèrent les vêtements, ils vont les remettre un petit peu en forme et ils vont les revendre. Et une partie du prix revient à cette association et une petite partie à la personne qui a donné ces vêtements-là. Donc, ce qui veut dire que par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, où je donne plus, où j'attends de revendre, là, on a un peu un mixte. Et tout en sachant que quand à une vente, le vêtement n'a pas été vendu, il reste dans le lot commun pour d'autres ventes ou pour d'autres usages. D'accord ? Les spécificités un petit peu, puis aussi les perspectives de ce lieu. Tout d'abord, ça a été la conception avec un groupe de citoyens, avec citoyens avec un S, parce qu'il y en avait à peu près 40 à 50. C'est dans le cadre du comité consultatif des transitions où pour tout sujet, et particulièrement tout ce qui est lié à la transition, quel que soit le sujet, on réunit 40-50 personnes et puis on va co-construire ensemble le lieu. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les citoyens qui se sont impliqués dans la réflexion et la conception du lieu sont toujours présents dans la vie du lieu en tant que tel. Par exemple, ils animent des ateliers de créativité, des ateliers divers et variés pour faire vivre ce lieu le samedi, le dimanche principalement. On a mis en place des notions de contrepartie. Vous avez eu tout à l'heure une fiche avec des tarifs. Aujourd'hui, on propose à quelqu'un qui a besoin du lieu pendant une demi-journée ou une journée, eh bien, soit d'acheter cette location, d'acheter cet usage avec de l'argent, soit avec du temps, soit avec de l'expérience. Alors, acheter avec du temps, c'est quoi ? On a un groupe de femmes actuellement qui avaient besoin d'un lieu pour faire plein de coutures. Ils n'avaient pas les moyens ni d'avoir les machines, ni quoi, ni caisse, ni se prendre des cours. Ils viennent et en contrepartie, à chaque fois qu'il y a des ateliers, il y a 2 de ces femmes-là qui sont présentes pour aider les animateurs de l'atelier
un peu les petites mains, aider les personnes. Quand on dit à 6 personnes découper ça comme ça, c'est compliqué. Elles sont là pour aider. La contrepartie expérience, c'est plus je réalise quelque chose à titre privé, mais je vais animer un cours gratuitement pour des citoyens. Donc, c'est vraiment les 3 contreparties, argent, temps, expérience. C'est la marque Fabriqué Asso qui est en train d'être lancée avec 5 jeunes entreprises, et qui sont aussi des jeunes, par une, des 21, entre 21 et 30 ans maximum, qui veulent lancer leur marque, lancer leur collection, l'un de t-shirts, l'autre de chapeaux, l'autre de culottes menstruelles, l'autre de sacs, et qui ont besoin d'un lieu avec des machines dans lesquelles ils n'auraient pas l'accès. Tout le prototypage est fait là pour eux. Et nous, le fait de créer un petit peu, alors c'est en cours, hein, ça fait à peine 6 mois qu'on a démarré, donc on n'en est pas encore, tout n'est pas industrialisé, mais l'objectif, c'est que cette marque Fabriqué Asso, ce soit un peu un lieu d'incubation, que ce soit un lieu qui permette de faire connaître. Quand on fait des événements, on en a fait un la semaine dernière, on essaie de faire venir la presse. La ville va faire un communiqué de presse, va faire de la communication, mettre en relation pour effectivement aider à faire connaître. Donc voilà un petit peu dans les très grandes lignes. Je ne sais pas combien de temps j'avais, donc j'ai essayé de faire vite. Là, ce que je vous ai mis, c'est juste un petit exemple, d'une part d'une programmation, hein, et puis d'autre part d'un petit questionnaire d'évaluation, c'est-à-dire toute personne qui vient, que ce soit pour un atelier, que ce soit pour juste savoir. Moi, j'organise des visites guidées, un peu des visites privées du lieu, pour faire savoir que le lieu existe, etc. À chaque fois, toute personne qui rentre dans ce lieu remplit un petit questionnaire à la fin. Aussi bien les améliorations qu'il verrait, aussi bien ce qu'il est lui prêt à donner pour ce lieu, ce qu'il attend. Notre objectif, c'est de pouvoir le faire évoluer, qu'il réponde le maximum aux besoins. Voilà, et on a, oui, une nouveauté, enfin pas de nouveauté, mais grâce à une des jeunes qui a monté son entreprise et pour qui ça marche très bien, eh bien, il y a le recrutement en cours de deux couturières professionnelles qui n'ont pas, il y en a une et demie pour l'instant, parce que l'une n'est pas à temps plein, qui n'ont pas de machine professionnelle, qui avaient une petite machine à la maison et qui du coup peuvent utiliser le lieu pour lancer réellement leur emploi. Donc une petite réussite avec un emploi direct derrière et des salariés surtout. Merci. Voilà. Merci beaucoup Florence pour cette illustration de la façon dont un lieu avec un collectif de citoyens, et ça je pense qu'effectivement c'est vraiment un peu aussi une marque de fabrique de Sceaux, c'est la façon dont voilà, les citoyens peuvent être associés au montage de ce type de projet, comment un lieu de ce type peut contribuer à la structuration de la filière textile sur le territoire. Ah ben, on a déjà une personne qui est intéressée par la visite de la manufacture. Alors, on avait, lors du dernier club des collectivités, je ne sais pas, en novembre, je crois, organisé une visite à Sceaux notamment de la manufacture, je crois. Moi, je n'y étais pas, mais Pierre-Alain était là. Écoutez, je peux, Florence, éventuellement, si vous voulez indiquer votre mail dans oui, tout à fait. La présentation que j'ai faite là, moi, je peux vous la donner si vous souhaitez la diffuser. Oui, il y a mes coordonnées dessus. Ok. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. On a déjà fait des petites visites avec juste 3-4 personnes. Et puis, sinon, on peut aussi organiser un groupe plus important parce que ça nous permettra, je dirais, dans cette logique-là, de pouvoir faire une visite un peu groupée avec un tiers-lieu assez original, le petit voisin, inspiré des grands voisins, et puis d'une ressourcerie pour les jeunes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Florence. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques par rapport à la présentation de la manufacture ?
Alors, je pense qu'Alban Derrien du Grand Lyon est là. Je ne sais pas, Alban, si par rapport à ce qui est fait à l'échelle d'une autre métropole, tu souhaites présenter quelque chose. Alban, ben, merci Florence pour la présentation. Écoutez, en attendant que Alban réagisse éventuellement, un autre levier identifié sur la question de la structuration de filière qui nous semblait intéressant à présenter, c'était la mise en place d'un comité de filière, avec les acteurs de l'ESS. Et c'est la démarche qui a été mise en place à Paris, avec, je crois, Florentin, une rencontre récente de ce comité de filière dédié au textile avec les acteurs de l'ESS. Est-ce que tu veux nous présenter la démarche ? Oui, tout à fait. Alors, en quelques mots, effectivement, cette démarche des comités de filière, on l'applique pas seulement à la filière textile, on l'applique à quelques filières qu'on a ciblées comme étant prioritaires pour nous au croisement de l'ESS et de l'économie circulaire. L'objectif étant de mettre autour de la table, évidemment, la ville de Paris, mais aussi des acteurs, les acteurs de l'ESS de la filière notamment, et puis des partenaires importants pour nous, comme par exemple la Maison des Canaux, comme Paris Initiative Entreprise, pour ne citer que, pour essayer d'échanger ensemble d'abord sur les freins qu'il peut y avoir au développement de l'activité pour les acteurs de l'ESS dans ces différentes filières, et puis évidemment de travailler à des solutions ensemble pour créer de nouvelles activités. Donc sur la filière textile, on a eu 2 comités de filière depuis le début de la mandature, donc on a à peu près un par an. C'est un peu le grand rendez-vous annuel d'échange avec les acteurs. Et le dernier qu'on a eu, c'était il y a quelques semaines, était consacré à notre manufacture à nous, pour reprendre le fil de l'intervention précédente par rapport à madame qui a été élue à Sceaux. Donc, on a un grand projet sur la mandature là, de manufacture de textiles solidaires et circulaires dans le 13e arrondissement. Qui va être un grand plateau de production, mais aussi un démonstrateur, un lieu de formation, un lieu d'événement. On a réuni en fait les acteurs ESS pour discuter de comment on allait s'approprier ce lieu, de ce qu'on allait y faire, de quel projet on allait y mener. Et c'était vraiment très intéressant. Après, dans ce comité de filière, on a abordé un certain nombre de sujets qui ont été évoqués là et qui sont communs en fait à beaucoup de territoires. C'est la question de la collecte, par exemple, des vêtements pour leur redonner une seconde vie. C'est la question de la relation aussi avec les partenaires privés classiques, notamment les grands groupes, y compris les groupes de fast fashion d'ailleurs, parce qu'il y a du travail à faire aussi avec eux. Évidemment, l'enjeu, c'est de faire de la place à d'autres acteurs, et notamment aux acteurs de l'ESS. Mais ces acteurs-là de la fast fashion, aujourd'hui, ils existent, ils sont sur le marché, ils ont une grande force de frappe. Et donc, à notre sens, en tout cas, il faut aussi discuter avec eux, il faut aussi essayer de construire des choses avec eux. Et l'ESS doit être aussi un aiguillon pour faire évoluer ces gens-là vers des pratiques plus vertueuses, même si, évidemment, le chemin est parfois long en ce sens. Donc, voilà, c'est vraiment notre démarche de comité de filière qui est un peu une forme de planification à l'échelle locale, en fait, puisque à l'issue de chaque comité de filière, on se fixe des objectifs pour le prochain, on se fixe des feuilles de route. Donc, c'est quelque chose qui marche assez bien, je trouve. Merci beaucoup. Merci, Florentin, pour cette présentation du comité filière. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou questions? Alors, je sais que côté Pays de la Loire, il y a une démarche très intéressante animée par la CRES des Pays de la Loire. Florence Krovicki, est-ce que vous êtes prêt? Ah ben oui, je vois que votre micro est allumé. Est-ce que vous pouvez présenter la démarche de structuration et le lien avec les collectivités, notamment, je crois, sur le Pays des Mauges? Oui, alors c'est 2 choses un peu différentes. Peut-être que l'écocyclerie des Mauges est là et pourrait intervenir. Je ne sais pas s'ils sont présents.
Je regarde rapidement dans les participants. En tout cas, en attendant, pour vous dire au niveau régional, donc sur la structuration de filière, on est plutôt à l'amorce du diagnostic action. Et l'exemple dans le Pays des Mauges est assez intéressant. C'est pas mené par la CRES, mais c'est un événement organisé par Mauges Communauté et l'écocyclerie des Mauges, qui permet de mettre en relation les acteurs de l'ESS, la collectivité et puis les acteurs du reste de la filière côté industriel. C'est un événement sur 2 jours. Je peux vous mettre le lien dans le chat. La première après-midi sera un moment de rencontre professionnelle entre acteurs de l'ESS qui sont sur la collecte des déchets textiles, les acteurs ESS qui sont sur le réemploi, et puis les industriels du Pays des Mauges, puisque c'est un territoire assez riche en entreprises sur la filière textile. Et la deuxième journée sera une journée grand public organisée à l'écocyclerie des Mauges, donc qui est une recyclerie, avec des moments de causerie pour favoriser les échanges entre les citoyens sur comment favoriser une mode responsable, des moments aussi des ateliers créatifs. Il y aura aussi des stands de vente à la fois de produits de réemploi, donc dans la recyclerie, et puis aussi des produits qui sont responsables, produits ou au moins conçus sur le pays, le territoire des Mauges. Et le soir, l'événement se terminera par un défilé de mode où des participants citoyens et salariés, il me semble, de l'écocyclerie défileront avec à la fois des vêtements de réemploi et des vêtements de marque conçus dans le Pays des Mauges. Donc c'est un exemple de démarche territoriale. Voilà, pas menée par la CRES, mais pour vous montrer un petit peu aussi les collaborations qu'on espère, nous, ensuite, au niveau régional, amplifier et développer. Je vous mets le lien au cas où ça vous intéresse sur l'événement dans le chat. Merci beaucoup. Merci, Florence. Mais on a effectivement vu plusieurs niveaux de collectivité et la façon dont elle accompagne cette structuration de filière. On n'a pas encore pour l'instant évoqué le rôle des départements. Et j'ai vu qu'il y avait quelques représentants de départements qui participent à ce webinaire. Alors, a priori, il fallait qu'on les départements n'ont plus de compétences développement économique, mais je serais intéressée pour avoir peut-être le regard de représentants de départements. Je vois qu'il y a le département des Vosges qui est présent, Odile Berthelot, et puis le département de Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas si l'un ou l'autre vous souhaitez intervenir et présenter la façon dont votre collectivité travaille sur le sujet. Bonjour, je suis Adèle Lamam, je suis chargée de projet au IN Seine-Saint-Denis, qui est la marque de territoire du département de la Seine-Saint-Denis. En l'occurrence, en effet, la question de la filière du textile nous intéresse beaucoup. Alors, le IN Seine-Saint-Denis est une marque de territoire qui a été créée en 2016 avec comme objectif notamment de raconter le territoire par toutes les initiatives positives, engagées, responsables qui s'y font. Et on a été amené à travailler sur la filière du textile par une demande. On a un grand réseau d'ambassadrices et ambassadeurs. Et en l'occurrence, voilà, on est toujours un peu à l'écoute du pouls de notre réseau. Et la question de la mode nous est apparue sur ces notions de mode éthique et responsable. Et ça nous a permis aussi de créer, finalement, on est toujours avec l'envie de créer des écosystèmes. Et la question de la filière de la mode éco-responsable sur le territoire est quelque chose qui est en train d'être travaillé, que cela soit vraiment sur les questions autant d'écoles, de formation de mode éco-responsable que de jeunes créateurs du territoire, de chantiers d'insertion, qui va après aussi de la revalorisation du textile et aussi par exemple d'ateliers de sensibilisation pour par exemple aussi travailler à l'image des personnes éloignées de l'emploi ou autre. Donc en effet, c'est quelque chose qui nous tient assez à cœur et c'est pour ça que on était ravis de pouvoir aussi écouter cette conférence.
Donc voilà, en tout cas, si jamais, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice pour créer une filière, entre guillemets, du textile et de la mode sur le territoire, et ce, par des temps d'action qui permettent la rencontre de porteurs de projets qui ne se seraient pas forcément rencontrés de par leur approche en silo. Donc voilà, l'idée de créer un lien et de créer des projets collaboratifs au mieux. Et donc voilà, donc en plus, c'est une logique qu'on travaille depuis 1 an et demi et qu'on poursuit actuellement. Donc c'est pour ça que je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour la présentation. Et c'est vrai que la démarche In Seine-Saint-Denis est très intéressante sur l'idée de marque de territoire et d'ambassadeur aussi du territoire, pour contribuer aussi au changement d'image d'un territoire en se basant sur les habitants, les citoyens et l'ensemble et valoriser l'ensemble des initiatives du territoire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions, ou peut-être Mathilde ou Sébastien, je ne sais pas si vous avez un petit retour à faire. J'imagine que les différentes interventions vont être une source importante pour le guide méthodologique. Est-ce que vous avez éventuellement des questions complémentaires ? Non, effectivement, alors on était en train de se dire avec Sébastien que toutes les interventions mériteraient peut-être de faire l'objet d'eux, mais en tout cas, il y a certaines interventions qu'on va peut-être aller creuser, mais à ce stade, pas de questions supplémentaires. Ok, merci. Merci beaucoup. Écoutez, je sais pas s'il n'y a pas de questions ou de contributions supplémentaires. Je vous propose simplement de nous donner rendez-vous pour les prochains temps, avec alors donc notamment, alors je ne sais pas ce diaporama parce que j'ai Pierre-Alain, je n'ai pas sous les yeux la date. Alors, un prochain temps sur l'Assemblée générale du RTES qui est prévu donc ou le 5 ou le 6 juillet. On va très rapidement arrêter la date, mais en tout cas, l'ensemble des collectivités adhérentes recevront très prochainement l'invitation à l'Assemblée générale du RTES, donc qui fête ses 20 ans et qui va accueillir, on l'espère, son 200e adhérent à cette occasion. Donc, ce sera le 5 ou le 6 juillet à Paris, dans un lieu emblématique de l'économie sociale et solidaire. Il y a donc le repérage des actions. On a remis le lien vers le questionnaire pour contribuer à repérer ce que les collectivités font pour pouvoir les valoriser dans ce guide. Et puis, dans le cadre donc, de ce chantier sur les filières, le prochain webinaire sera consacré à la filière bois et aura lieu donc le mardi 27 septembre de 14h à 16h. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je ne sais pas, Florentin, si tu veux dire un petit mot de conclusion. Écoutez, moi j'ai été très intéressé par tous ces échanges, comme toujours avec le RTES. Je trouve que c'est toute la richesse de pouvoir avoir des retours d'expérience de plein de territoires avec des caractéristiques très différentes. Et je trouve que ce rendez-vous l'a bien montré, encore une fois, la pertinence de l'approche par filière. Donc, j'ai hâte du prochain webinaire sur la filière bois le 27 septembre. Voilà. À bientôt. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Et n'hésitez pas à nous faire contribuer ou via le questionnaire ou directement par mail au RTES. Merci à vous. Merci.